débat parce qu'on va avoir un débat d'1 heure, donc c'est pas forcément très long, donc on va essayer d'aller vite. Je suis vraiment ravi d'avoir Jacqueline Jekyll et François-Xavier Bellamy ici, parce que c'est des gens très prestigieux. Avant de commencer le débat, j'aimerais juste rappeler quelques éléments sur la fin de vie, comme ça on a les définitions en tête, et ça va clarifier les choses, et notamment faire la distinction entre 3 choses. La première, c'est l'euthanasie, le suicide assisté et la sédation. Alors, quand on parle de fin de vie, il faut vraiment distinguer ces 3 choses. L'euthanasie, c'est quand le médecin fait l'acte final. C'est lui qui délivre le poison à la demande du patient, mais ce n'est pas le patient qui le fait. Quand le patient le fait, là, on parle de suicide assisté. Et la sédation, il n'y a pas de poison. En fait, on va endormir le patient pour éviter qu'il souffre. C'est ça l'objectif. Et c'est d'ailleurs sur ce principe-là que la loi Leonetti de 2005, qui a été un peu modifiée en 2015, c'est le cadre légal de l'État français aujourd'hui. On essaye de lutter contre l'acharnement thérapeutique en essayant de privilégier la qualité de vie sur la durée de la vie à la fin de la vie, mais ça n'est pas... l'euthanasie est interdite et le suicide assisté aussi en France. Voilà donc les petites précisions, je parle sous votre contrôle, hein, n'hésitez pas si jamais je dis des erreurs. Pour vous présenter rapidement, donc Jacqueline Jekyll, je sais qu'il ne faut pas dire l'âge des dames, mais vous avez 74 ans et vous êtes en très bonne santé et vous avez fait le buzz parce que vous avez dit que vous vouliez mourir en début janvier 2020. Votre vidéo a été vue 7 millions de fois et de très nombreuses personnes l'ont vue et de très nombreuses personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'en ai discuté, ont été parfois très mal à l'aise. Et en tout cas, personne n'est ressorti sans se poser de questions après avoir vu cette vidéo. Donc on est ravis que vous soyez là pour nous donner votre point de vue. Et bien sûr, vous militez pour le droit à l'euthanasie et pour le suicide assisté. François-Xavier Bellamy, donc vous êtes un homme politique, un élu, un philosophe. Et vous avez été actif, vous incarnez, pour vous résumer, hein, le renouveau intellectuel de la droite française, si on peut dire. Et j'ai vu que dans un entretien pour le Figaro, vous dénoncez la liberté au nom de laquelle une grande partie de la gauche revendique aujourd'hui la PMA, la GPA, l'euthanasie ou le suicide assisté, qui se veut total et irresponsable. Et donc, pour essayer de cadrer le débat, je propose que dans un premier temps, pas plus de 10 minutes s'il vous plaît chacun, on se concentre d'abord sur le suicide assisté. L'euthanasie, on pourrait y revenir après dans les questions, on se concentre sur cette question parce que les arguments ne sont pas forcément les mêmes. Je propose que chacun, Jacqueline Jekyll, vous commencez, 5 minutes, vous appelez ça, vous, le suicide assisté, l'ultime liberté. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Bon, je crois que d'abord, bonjour, et je suis très contente d'avoir un public jeune pour changer, parce que d'habitude je parle devant des personnes très vieilles. Enfin très vieilles, mais voilà, ça m'arrive très rarement de me trouver avec un public jeune pour parler de ce sujet, et c'est assez rare. Qu'on réfléchisse à ce sujet quand on est jeune, c'est bien que vous le fassiez parce que c'est important. En fait, la mort fait partie de la vie, nous mourons à chaque moment, nous transformons. La petite fille que j'étais n'existe plus, l'adolescente non plus, la jeune maman non plus, et maintenant je suis une vieille dame, et quand on dit que je suis en parfaite santé, personne ne le sait. Moi, je milite justement pour cette liberté de pouvoir, à partir de 75 ans, de pouvoir, et je ne milite pas toute seule, je milite dans une organisation suisse qui s'appelle Exit, en Suisse alémanique, et nous sommes un petit groupe qui militons justement pour avoir la possibilité de ne pas devoir nous justifier après l'âge de 75 ans par des raisons médicales. Car quelque part, c'est humiliant de devoir, à cet âge-là, se faire examiner par un jeune médecin, raconter, il n'est pas forcément jeune, mais enfin, il est sûrement plus jeune que nous, et de devoir raconter toutes les différentes pathologies dont nous souffrons. Il n'existe personne de cet âge qui soit en parfaite santé, d'abord, je veux déjà dire ça. Alors, il y a des maladies plus ou moins graves, des maladies qui font plus ou moins souffrir, mais ça, c'est à la personne adulte, lucide, éclairée, capable de discernement, de décider elle-même à quel moment la somme de ses souffrances est plus grande que la somme de ses plaisirs. C'est ça, tout simplement. En fait, Simone Veil, quand elle a fait voter sa loi pour l'IVG, elle a dit que
Aucune femme ne se résout de gaieté de cœur à pratiquer une IVG, jamais. Et c'est la même chose, aucun mortel ne se résout de gaieté de cœur à mourir. Croyez-vous que j'ai envie de mourir? Pas du tout, j'aime la vie, j'ai pas du tout envie de mourir. Mais j'ai très peur de souffrir. Et je pense que la souffrance est inutile. Je ne pense pas qu'elle soit rédemptrice. Je pense qu'elle ne sert absolument à rien. Et si on peut mourir d'une façon douce, c'est beaucoup plus agréable que de devoir mourir comme on le fait en France, avec cette loi Leonetti qui ne sert à rien. En fait, la loi Leonetti, elle ne s'applique qu'à des mourants. Il faut que le pronostic vital du patient soit engagé à court terme. Ça veut dire quoi? Engagé à court terme, ça veut dire qu'il est déjà mourant. Donc, ça ne sert à rien. Si vous êtes, par exemple, diagnostiqué avec une maladie neurodégénérative, comme Alzheimer, Parkinson, la maladie de Charcot, la sclérose en plaques, tout ça, c'est des maladies neurodégénératives qui n'ont aucun pronostic. Le pronostic est toujours fatal et la mort est toujours horrible. Quand vous avez un diagnostic comme ça en Suisse, Belgique ou Hollande ou au Luxembourg, vous pouvez décider au moment de votre choix de ne pas prolonger vos souffrances. En France, non, il faut souffrir jusqu'au bout. Alors maintenant, je voudrais juste corriger un petit truc que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de poison en parlant de l'euthanasie et du suicide assisté. En fait, il s'agit d'un puissant barbiturique qui n'est pas très différent du barbiturique utilisé pour la sédation profonde et continue autorisée en France. Sauf qu'en France, on ne donne pas une dose létale. On dit toujours, en France, ce sont des raisons idéologiques. On applique la loi biblique, tu ne dois point tuer. Donc le médecin, il n'est pas là pour tuer alors qu'il ne tue pas quand il délivre un patient qui souffre. C'est pas tuer, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on dit qu'on va tuer son chien quand on l'endort qu'il souffre trop? On ne le tue pas. Donc ce sont des mots qui sont inappropriés pour certaines situations. Donc voilà, le produit n'est pas très différent, sauf que dans les pays où c'est autorisé, on le donne à une dose telle que le patient meurt très rapidement. Alors la différence principale, oui, là vous avez raison, l'euthanasie, c'est le médecin en Belgique et en Hollande et au Luxembourg, il a le droit de donner une injection létale, même à un patient qui n'est pas conscient. Si le patient a fait des directives anticipées, et si c'est très clair que c'est ça qu'il souhaite, le médecin peut lui faire cette injection. Alors qu'en Suisse, non. En Suisse, ça c'est considéré un homicide et c'est puni par la prison. En Suisse, il faut que le patient soit conscient, lucide, capable de discernement. Et s'il ne l'est pas, le médecin n'a ni le droit de lui prescrire le produit létal, ni le droit de lui poser une perf qu'il devra de toute façon tourner lui-même. Il y a un robinet et c'est le patient lui-même qui doit tourner le robinet de la perf. S'il n'est pas capable de faire ça, on ne l'aide pas en Suisse non plus. Voilà, donc c'est un peu... je crois que j'ai dépassé mes 5 minutes de discours. Je vais laisser la parole à M. Bellamy. Tout à fait. M. Bellamy, est-ce que vous considérez qu'on peut ne pas avoir à se justifier et légitimer ici le suicide assisté? D'abord, bonjour à tous et merci de nous donner l'occasion de cet échange. Et en effet, c'est un échange nécessaire parce que cette question nous concerne tous. Ce qui rend d'ailleurs le dialogue, me semble-t-il, parfaitement ouvert, en ce sens que nous parlons de chacune de nos vies. Et qu'il y a des débats de société dans lesquels il est difficile de s'exprimer parce qu'on peut parler parfois de ce qui concerne les autres, de ce qui ne nous concerne pas directement. Et ici, nous parlons de ce qui est suprêmement notre destin commun, c'est-à-dire le lien à la mort. Alors je suis d'accord avec vous, Mme Junkel, pour dire que la mort fait partie de la vie. Et je crois que c'est bien aussi qu'on en parle parce que c'est toujours difficile pour nous d'intégrer la mort dans la vie. Vous avez raison de le dire, la mort est une réalité naturelle, comme le disaient les stoïciens, et la biologie d'ailleurs aujourd'hui nous apprend que nous cessons de mourir et de renaître chaque jour. Donc la mort est un élément naturel de nos vies. Mais je crois que nous avons nécessairement avec la mort une relation conflictuelle depuis toujours, et c'est un sujet d'étonnement pour toute l'histoire de la philosophie que, alors que tous les hommes sont mortels, ils continuent de s'étonner de devoir mourir un jour, ils continuent de se révolter contre la mort, et ils continuent de regarder la mort comme quelque chose qui leur est d'une certaine manière étranger. Et on voit bien que dans le rapport que nous avons aujourd'hui avec la technique, cette étrangèreté de la mort, ce caractère étranger de la mort dans nos vies,
prend un tour singulier, soit qu'on réclame de pouvoir maîtriser tout, même sa mort, et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, soit que, ça n'est pas le sujet du jour, mais il est aussi dans l'actualité, nous choisissions de résister à la mort, de lutter contre la mort et peut-être de l'abolir, de mettre fin à la mort, ce qui est l'une des promesses que nous fait aussi l'utopie transhumaniste. Pour ma part, je crois que, au fond, la question que nous partageons aujourd'hui, et je voudrais simplement en rester à quelques mots d'introduction, elle engage notre rapport à la souffrance et notre rapport à la liberté, et l'articulation entre les deux. Et je crois que la question de la liberté est plus complexe que celle qui consisterait à croire que l'expression de ma décision suffit à qualifier ma liberté. Moi, je suis, comme beaucoup d'entre vous ici, un ardent militant de la liberté. Et je crois que nous devons tout faire, et qu'une société s'honore de tout faire, pour que la liberté de la personne soit parfaitement respectée. Mais la liberté de la personne ne consiste pas nécessairement dans son expression spontanée. Pour le dire autrement, quelqu'un qui souffre beaucoup, et qui me dit qu'il veut mourir parce qu'il souffre beaucoup, si je lui réponds « tu l'as demandé, c'est ta liberté, donc je te donne ce que tu me demandes », en réalité, je ne respecte pas nécessairement sa liberté. Il y a une petite illustration des Schtroumpfs, pardonnez-moi cette évocation un peu décalée dans ce lieu saint de la culture et de la connaissance, une illustration des Schtroumpfs où on voit le Schtroumpf à lunettes, vous savez, le petit intello, dans un moment où il y a une tempête de neige épouvantable, alors tous les Schtroumpfs marchent en ligne, et lui, il est le dernier, il est épuisé parce que, comme tout intellectuel un peu maigrichon, il a du mal à suivre le rythme, et à un moment, épuisé par la marche, il tombe dans la neige et il dit « Je n'en peux plus, laissez-moi mourir ici ». Et le Schtroumpf qui est juste à côté de lui lui dit « écoute, si tu l'as voulu, adieu ». Et le Schtroumpf à lunettes se relève et bondit sur ses deux pieds en disant « mais c'est qu'il le ferait, ma parole ». C'est-à-dire, au fond, dans l'expression du désir de mourir, il y a parfois bien autre chose que le désir de mourir. Il y a parfois le sentiment d'un abandon, et parfois un abandon très réel. Et il me semble que c'est à cet abandon-là que nous devons remédier, parce que je crois que nous pouvons aussi nous accorder sur un point commun, parce que je me reconnais dans ce que vous avez dit sur ce point. Encore une fois, nous aimons la vie. Le vivant aime la vie. Et même d'une manière très mystérieuse. Il y a un attachement du vivant à la vie qui nous caractérise tous, ce qu'on appelle l'instinct de survie, qui traverse tout le règne du vivant, le règne végétal, le règne animal. Tout vivant cherche à persévérer dans son être, et nous, comme êtres humains, nous sommes nous aussi profondément attachés à la vie. Ce qui rend d'ailleurs, pardonnez-moi cette petite digression, mais ce qui rend d'ailleurs toujours un peu fragile ce qu'on appelle les directives anticipées. Je regardais l'autre jour Michel Onfray à la télévision qui parlait de la mort de son épouse. Et il disait, mon épouse a eu un cancer, je crois en tous les cas une maladie très éprouvante, et dans la phase finale de cette maladie, eh bien en fait, toutes les directives qu'elle avait évoquées auparavant, non pas sous la forme de directives, mais de conversations avec son mari, disant à son mari, tu sais, le jour où je suis vraiment au 36e dessous, tu feras ce qu'il faut, hein, tu me débranches, tu exiges qu'on me libère. Eh bien à ce moment-là, en fait, au moment de l'extrême souffrance, en réalité, l'attachement à la vie était plus fort encore que l'expérience de la souffrance. Vous connaissez peut-être cette fable de La Fontaine magnifique qui s'appelle La mort et le laboureur, l'histoire d'un laboureur qui, épuisé par toutes les difficultés possibles, décide d'appeler la mort pour qu'elle vienne le libérer. Et quand la mort arrive en lui disant écoute, je suis là, si tu veux, on en finit, d'un seul coup il dit ah non, en réalité je recule. Et La Fontaine conclut le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Je crois qu'en beaucoup d'entre nous, en tous les cas, il y a un attachement à la vie qui fait que, même dans la souffrance, alors même que nous nous représentions cette souffrance comme insupportable, nous préférons encore continuer à vivre et adhérer à la vie, nous préférons encore lutter pour la vie. Et lorsque quelqu'un me dit « je souffre trop, je préfère mourir », comme être humain qui se reconnaît en lui, comme être humain solidaire, je me demande d'abord, au lieu de me dire « sa liberté s'exprime, laissons-le en finir », je me demande d'abord qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il en arrive à faire cette demande. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'un être humain comme moi, attaché à la vie comme moi, malgré la souffrance comme moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il demande que je le libère de la souffrance? Moi je crois que vous avez raison de le dire qu'aujourd'hui la manière dont nous traitons la vulnérabilité, la fragilité, la manière dont nous traitons la vieillesse et l'extrême vieillesse sont parfois et même souvent indignes dans notre pays. Une personne âgée qui demande qu'on veuille bien la faire mourir, j'ai le sentiment que ça devrait être interprété non pas comme le signe de sa liberté, mais comme le signe du scandale qui traverse notre société. Parce qu'il y a quelque chose que nous avons manqué. Pour qu'un vivant veuille mourir, il y a quelque chose que nous avons manqué. Et ma crainte, c'est que, en fait, derrière ce débat, nous soyons aussi en train de nous résigner à ces scandales qui traversent notre société, et de nous résigner, je terminerai par là, à l'un de ces plus grands scandales, qui est notre difficulté à regarder la vie dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, nous avons une vision de la vie qui est marquée par l'époque que nous traversons,
marquée par le sentiment que la vie doit être performante, que la vie doit être efficiente, que la vie doit être mobile, dynamique, enthousiaste, énergique, que la vie doit être créatrice et active. Et d'une certaine manière, s'il y a un point de désaccord très fort entre nous, c'est que pour ma part, je ne crois pas à cette vision de la vie, et surtout, je ne crois pas que la vie, qui est marquée par la mort, ne soit pas aussi et pour toujours marquée par l'expérience de la souffrance. La souffrance fait partie de la vie. Si vous ne voulez pas souffrir, il ne faut pas vivre. Si vous ne voulez pas souffrir, il ne faut pas aimer. Si vous ne voulez pas souffrir, il ne faut pas passer des concours, il ne faut pas vous lancer dans des aventures, il ne faut pas créer des entreprises, il ne faut pas tenter de traverser la planète, il ne faut pas prendre de risques si vous ne voulez pas souffrir. Alors la vie, ça suppose de prendre le risque, et ça suppose de prendre le risque de la souffrance, et la vie est profondément marquée par la souffrance. Et de ce point de vue-là, je crois qu'encore une fois, la question qui nous est posée n'est pas « pouvons-nous rêver d'une vie sans souffrance ?» parce que ce serait en réalité une vie qui ressemblerait à une absence de vie, non même pas à la mort, mais seulement à l'absence de la vie. Seule la pierre ne souffre pas. Mais la question qui est posée à nous est que faire de cette souffrance quand elle s'exprime dans l'autre avec une intensité telle qu'elle appelle la mort? Et c'est de cela que nous allons continuer à parler ensemble. J'espère ne pas trop avoir dépassé mon temps de parole. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être vous laisser répondre. Il y a plusieurs arguments qui ont été abordés. Est-ce que, peut-être une question pour commencer, est-ce que le fait que vous vouliez opérer un suicide assisté, est-ce que c'est la société qui a échoué? Non, je voudrais, avant de vous répondre, je vais répondre à M. Bellamy parce que je vais oublier les points qui sont très importants qu'il faut absolument auxquels je vais répondre et après je parlerai de moi. Parce que moi, vous savez, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre et je fais partie de 7 milliards et ça n'a pas tellement d'importance, mais je vais quand même vous parler de moi si ça vous intéresse, mais après. D'abord, je voudrais dire à M. Bellamy qu'il y a toutes sortes de souffrances différentes et à des degrés différents. J'ai passé 10 ans, là maintenant, de ma vie à accompagner des personnes en grande souffrance, des personnes qui n'avaient pas de solution en France, et je les ai aidées à partir en Suisse. Certaines, et je dirais que ce serait peut-être même la minorité, je les ai vraiment aidées jusqu'au bout, à aller jusqu'en Suisse et à mourir. La grande majorité, je suis d'accord avec vous, la grande majorité demande simplement de l'écoute. Mais cette écoute, elle ne doit pas être unilatérale. C'est-à-dire que quand vous avez des organisations comme SOS Suicide, où tout de suite on décourage les gens quand ils vous appellent et on leur dit non, on ne veut pas vous aider à vous suicider, il n'en est pas question, c'est contre notre philosophie, et bien, la personne elle peut passer à l'acte, elle raccroche et puis elle va se jeter dans la Seine ou elle va se pendre. Quelqu'un qui est désespéré et qui vous fait ce genre de demande, en général, il faut l'écouter et il faut gagner du temps. Et avant tout, gagner du temps en l'écoutant, en lui disant ben oui, je vais peut-être vous aider, mais pas tout de suite. Et je peux vous raconter pas mal d'histoires comme ça, parce qu'en 10 ans, je peux vous dire que d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, sur justement ces histoires de personnes qui, désespérées, arrivent et que si on ne les avait pas écoutées et si on ne les avait pas accompagnées pendant un certain temps, seraient passées à l'acte. Donc, en ça, je vous rejoins, M. Bellamy, notre société a évidemment besoin d'écoute. Pas seulement pour les vieux, pour toutes les personnes qui sont dans des situations désespérées. Le regard vers l'autre, le regard tourné vers l'autre, l'empathie, tout ça sont des choses auxquelles j'adhère à 100%. Maintenant, expliquer pourquoi un être humain, au moment où il est sur le point de mourir, décide que ces directives anticipées n'étaient pas, qu'on ne devrait pas les appliquer et va tout faire pour survivre, ça je vais vous l'expliquer très simplement. Nous fonctionnons avec plusieurs cerveaux. Alors, il y a le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau néocortical, le préfrontal, celui avec lequel nous discutons maintenant, parce qu'aucun de nous ne se sent directement menacé de mort. C'est le cerveau de la logique. Donc évidemment, maintenant, nous pouvons discuter à froid de ce que nous ferions si jamais nous étions condamnés par une maladie ou si nous étions en grande souffrance, est-ce que nous voudrions mourir ou pas? La plupart de nous diraient probablement « Ah oui, je préfère mourir » et puis au moment où il souffre vraiment, il va tout faire pour survivre. Pourquoi? Parce que quand l'être humain, comme tous les autres êtres vivants, d'ailleurs pas seulement l'être humain, quand il se sent directement menacé de mort, il se trouve dans une situation qui s'appelle une situation d'urgence de l'instinct. Et le cerveau il switch du néocortical au limbique. Et il va tout faire pour survivre. Il ne va plus réfléchir. Il va tout faire pour survivre. Et même des personnes militantes comme moi,
j'en ai connu pas mal pendant les 10 dernières années. Même mon souvenir le plus fort dans ce sens, c'était une amie médecin qui m'avait aidé à plusieurs reprises avec des patients qui militaient pour le suicide assisté et pour l'euthanasie, qui étaient membres de l'ADMD. Le jour où elle a été face à un médecin qui lui a diagnostiqué un cancer en stade 4, des seins et de l'utérus, elle avait 74 balais, l'âge que j'ai aujourd'hui. Elle n'avait plus de mari, le mari était mort. Elle avait une fille qui vivait en Chine. Et moi, je lui dis, on fait quoi? En pensant qu'on allait faire quelque chose, pas du tout. Elle m'a dit, je vais faire toutes les chimios, je vais tout faire. Moi, j'étais effarée parce que je savais que stade 4, quand il n'y a pas de stade 5 et quand il y a des métastases, le pronostic en général, il est très très mauvais. Et elle n'a pas du tout. Elle a switché complètement sur son cerveau limbique. Elle a tout fait pour survivre et elle a souffert pendant 1 an. Elle a fait toutes les chimios et au bout d'1 an, elle est morte d'une septicémie à l'hôpital. Alors qu'elle aurait pu avoir accès à une mort douce et elle savait le faire. Et j'étais là aussi pour l'aider si elle avait voulu. Donc voilà, les contradictions de l'être humain, elles sont là, bien sûr. On est programmé pour survivre. On n'est pas programmé pour décider de notre mort. Bien sûr que non. Parce que si c'était comme ça, on se suiciderait, tout le monde se suiciderait au moindre problème. Mais c'est pas du tout ça. On est programmé pour tout faire pour survivre. Que dire à toutes ces personnes qui ne font que ça, d'ailleurs, parce que c'est un luxe. Cette réflexion que nous avons maintenant de comment mourir, moi je suis très consciente que c'est une réflexion de quelqu'un qui a les moyens de réfléchir sur sa mort, qui n'est pas dans une lutte pour faire survivre sa famille, pour faire survivre sa descendance, pour voir qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain. Quand on est dans cette démarche-là, vous savez, on ne pense pas à la mort. La mort, elle vient bien assez vite et on n'y pense même pas. Maintenant, cette réflexion que nous avons, c'est une réflexion de, je dirais, d'une société nantie qui va bien et qui a cette possibilité de réfléchir là-dessus. Ouais. Sauf que... Vous voulez m'interrompre? Non, je voulais peut-être faire réagir François-Xavier Bellamy là-dessus, sur cette... En fait, je suis d'accord avec vous sur tout. Alors, peut-être... On aura plus de discussion. Je dirais même que c'est une réflexion qui s'inscrit, encore une fois, c'est vrai que la question se pose parce que nous parlons du suicide assisté. Nous ne parlons pas du suicide, c'est-à-dire nous parlons de la dimension sociale de cette expérience de la mort que nous évoquons. Il ne s'agit pas seulement d'évoquer la question du suicide dans sa dimension morale, mais d'évoquer la relation sociale avec la demande de la mort qui s'exprime. Et de fait, effectivement, notre réflexion s'inscrit dans le cadre d'une société. Je crois que cette demande, elle s'inscrit, et ça n'est pas dans n'importe quelle société qu'elle naît, dans une société où effectivement nous avons peut-être pris de la distance à l'égard de cet instinct de vie que vous évoquiez à l'instant. Je ne suis pas spécialiste de psychologie cognitive, mais je crois qu'il y a en tous les cas dans l'homme, et c'est pas seulement dans l'homme, je le disais tout à l'heure, dans le vivant d'une manière générale, cet instinct de vie, cette pulsion de vie qui peut paraître totalement déraisonnable en effet, qui peut paraître complètement illogique, et qui pourtant est là, et qui est la vie, qui n'est pas une bizarrerie ou une contradiction de la vie, c'est la vie. Et il me semble que la société dans laquelle nous vivons, elle doit exercer une pression assez incroyablement forte pour que cette demande de mort puisse exister. Parce que, au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a quelque chose qui me paraît, pour le coup, assez dévastateur pour la liberté personnelle, qui est la norme que la société attend de nous. Au fond, je le disais, la société dans laquelle nous vivons, c'est une société qui attend de nous que nous soyons performants, que nous soyons beaux, que nous soyons rapides, véloces, agiles intellectuellement, que nous puissions remplir les catégories et assumer les normes qu'elle nous impose, les normes intellectuelles, les normes sociales, les normes physiques même. Regardez, nous vivons dans le monde marqué par l'invasion littéralement de la publicité est partout, et la publicité ne cesse de nous présenter cette perfection à laquelle nos corps sont sommés de ressembler. Et c'est la raison pour laquelle il devient très difficile de s'assumer soi-même et d'assumer sa propre existence lorsque notre vie nous conduit à être étranger à ces normes. Et c'est là, encore une fois, où on ne peut pas se contenter de se dire une demande individuelle s'exprime, la liberté se trouve forcément dans cette demande. Qu'en est-il exactement de la personne qui, se sentant extérieure ou étrangère à ces normes, incapable de les assumer, préfère encore disparaître à nos yeux plutôt que de devoir se montrer en deçà de ce que la société attend d'elle?
Et vous avez raison de le dire, ça n'est pas une question qui concerne seulement le grand âge. Bien sûr que devenir vieux, c'est justement douloureusement s'éloigner progressivement de ces normes qui pèsent sur la société. Et notre société a un problème avec la vieillesse, elle tente de l'exclure, de la marginaliser, de la faire disparaître, de l'invisibiliser. Il y a évidemment quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vrai aussi, moi je le vois comme enseignant, je suis prof de philo. En terminale, je me souviens très bien d'une élève qui se sentait complètement dépassée par les standards que sa famille, que son milieu social, que le monde lui imposait, et qui du coup en était atteinte de façon très profonde par la dépression, et qui m'avait confié, quand vous êtes prof de philo en terminale, il vous arrive que des élèves viennent vous confier ces questions existentielles qu'ils se posent, et qui m'avait confié cette pulsion de suicide qu'il habitait. Encore une fois, je crois que j'aurais été irresponsable, et l'exemple que vous formuliez le montre aussi très bien, j'aurais été irresponsable de dire, écoutez, oui, si c'est votre liberté, je la respecte, et il faut même que je concours à son accomplissement. Et c'est pour ça que je suis touché par votre témoignage, quand on écoute les gens, quand on leur dit, mais au contraire, il faut tenter de prendre de la distance avec ces normes qui s'imposent à vous, prendre de la distance avec ce sentiment d'inutilité, de dépassement, ou même avec l'impression que la souffrance que vous éprouvez fait perdre son sens à votre vie. Si vous parvenez à prendre de la distance par rapport à l'étau de tout cela qui pèse sur votre discernement, alors votre liberté véritable sans doute se retrouvera dans cette unité profonde avec le vivant que vous êtes et qui fondamentalement continue d'aspirer à vivre. Oui, peut-être, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Vous avez dit tout à l'heure, pour votre suicide assisté, vous n'avez pas à vous justifier. Et François-Xavier Bellamy dit la société a quand même un devoir moral. Alors est-ce que c'est vraiment un choix individuel? Bon, alors je suis bien obligée de parler de mon propre cas. Je n'avais pas vraiment l'intention, mais il faut quand même que je le fasse, je crois. Ça fait 10 ans, comme je vous l'ai dit, que j'accompagne des personnes avec toutes sortes de pathologies. J'ai eu des cancers en phase terminale, des maladies neurodégénératives et des personnes déprimées. Alors ça, c'était le plus difficile. Le plus difficile, c'est quand vous vous trouvez en face d'une personne qui est déprimée et qu'il faut savoir si c'est pour des raisons circonstancielles ou si c'est une dépression endogène. Et là, moi je ne suis pas psy non plus, j'ai appris sur le tas, parce que bien sûr, quand on fait ce genre de bénévolat, on finit par en savoir presque autant que les médecins et que les psys, si on fait ça sérieusement et si on écoute vraiment les personnes qui viennent à vous. Donc, quelle est la différence entre, vous dites, dépression circonstancielle et endogène? Alors la dépression circonstancielle, c'est lorsque vous êtes déprimé à cause de circonstances de votre vie. Par exemple, vous avez perdu votre boulot, votre mari ou votre femme vous a largué, vous avez des problèmes, je ne sais pas, vous êtes exclu pour une raison ou pour une autre, et vous avez l'impression qu'il n'y a aucune voie de... je vais vous donner un exemple d'une dépression circonstancielle. Une dame est venue me voir qui avait 50 ans. Elle était mariée à un banquier suisse et avait 3 enfants. Elle est tombée amoureuse d'un monsieur qui avait un hôtel en France, je ne dirais pas la ville, mais dans une ville française, un hôtel de luxe. Et ce monsieur qui était beaucoup plus jeune qu'elle et qui était célibataire. Alors elle est tombée follement amoureuse de ce mec. Et elle quitte son mari, elle prend ses 3 enfants avec elle et elle s'installe avec l'hôtelier. Au bout de quelques temps, les enfants regrettent la villa du papa banquier genevois qui avait une grande villa. Chaque enfant avait sa propre chambre. Et donc les enfants sont repartis retrouver leur papa. Le papa se marie avec la babysitter. Elle, au bout de quelques temps, elle se fait larguer par l'hôtelier, parce que l'hôtelier est beaucoup plus jeune, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Et elle avait mis tout le fric qu'elle avait eu du divorce avec le banquier, elle avait tout mis dans l'hôtel de l'hôtelier. Donc elle se retrouve sans mari, sans amant, sans enfant et sans fric. Donc évidemment, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut mourir. Et moi, aider quelqu'un à mourir qui a 50 ans, une très belle femme en plus, qui était artiste, je sentais qu'elle était vraiment désespérée, je voyais qu'elle était désespérée, qu'elle avait des raisons de l'être, mais c'était une dépression circonstancielle. Alors, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'une chose à faire, c'est gagner du temps. Tout faire pour empêcher qu'elle se jette dans le lac Léman ou dans la Seine ou quelque part, et la rassurer et l'aider à trouver des raisons de vivre. Donc moi je lui ai dit d'accord, je vais vous aider.
mais donnez-moi 6 mois. Pendant ces 6 mois, j'aimerais bien que vous fassiez toutes les choses que vous n'avez pas faites. Vous êtes artiste, j'aimerais que vous fassiez une expo. Est-ce que c'est possible que vous me promettiez que vous allez faire une expo? Et après, je vous aide. Bon, ben, elle m'a promis qu'elle ferait une expo, elle l'a faite. Alors, elle a fait l'expo, et dans une ville connue de France, que je ne vais pas nommer. En tout cas, elle a fait l'expo, et elle a voulu que je vienne. Et elle m'a dit, ben, comme ça, vous connaîtrez mes enfants. Je lui ai dit, ah ben non, moi je ne veux pas connaître vos enfants si vous avez toujours ce projet. C'est pas possible pour moi, je peux pas faire la connaissance de vos enfants, donc je peux pas venir. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Alors elle a encore réfléchi quelque temps, après elle m'a rappelé, elle m'a dit, bon ben je renonce au projet, je voudrais que vous veniez. Et moi j'y suis allée en m'exposant, ne sachant pas exactement à quoi, parce qu'en fait je la connaissais pas très bien, et je la connaissais parce que voilà, je l'avais vue plusieurs fois. Et je me suis retrouvée à devoir partager une chambre avec elle, alors que j'ai horreur de partager une chambre avec qui que ce soit. J'ai partagé sa chambre pendant 3 jours, elle n'a pas arrêté de pleurer. J'ai connu les enfants, j'ai vu l'expo, elle a eu beaucoup de succès, elle est sortie en première de couve de match. Et après ça, elle est retournée dans son pays, que je ne nommerai pas non plus. Elle a retrouvé un nouveau mec, elle est très heureuse. Et ça s'est passé il y a 10 ans. Enfin, il n'y a pas tout à fait 10 ans, ça fait 10 ans, il y a 8 ans. Voilà. Donc, alors ça, c'est un exemple parfait de dépression circonstancielle à laquelle j'ai pu remédier. Par contre, la dépression endogène, c'est quoi? C'est la maladie dépressive. La dépression endogène, c'est une dépression comme la bipolarité, qui est plus que la bipolarité, qui est la maladie manico-dépressive. La personne qui n'arrive pas à s'en sortir sans prendre des pilules. Une personne schizophrène aussi. Enfin, il y a plusieurs dépressions endogènes qu'on peut maintenir plus ou moins avec des médicaments, mais dès que le patient arrête de prendre les médicaments, ça va très très mal. Et le patient peut même devenir violent. Donc voilà, alors certains de ces patients sont dans des hôpitaux psychiatriques, certains de ces patients vivent seuls en prenant les médicaments, mais ils ont évidemment besoin d'aide professionnelle. Mais en tout cas, c'est presque impossible, et on ne fait presque jamais, on n'aide jamais une personne qui souffre de dépression à mourir. C'est pas une indication pour aider quelqu'un à mourir, sauf si c'est une dépression liée à son état de santé qui est une maladie incurable avec pronostic fatal, ou si c'est aussi une dépression qui est liée à un âge très avancé et qui est le corollaire quelque part de l'âge. Alors c'est pas mon cas. Oui. Si c'est ça. Donc dans le cadre du suicide assisté que vous défendez, c'est pour des personnes qui sont éclairées, qui sont conscientes, qui ne sont pas dépressives. Quelles sont les conditions? Oui, bien sûr. Les conditions sont d'abord... Enfin, ce que je défends, moi, ce n'est pas encore accepté. C'est pour ça que je milite pour ça. C'est même pas accepté en Suisse. Qu'est-ce que vous défendez alors? Moi, je voudrais qu'à partir de 75 ans, on n'ait pas besoin de se justifier par aucune autre raison que par le fait qu'on est vieux et qu'on n'a pas envie de... Voilà, qu'on est arrivé à l'hiver de la vie. Si vous divisez la vie en 4 saisons, le printemps serait jusqu'à 25 ans, l'été jusqu'à 50, l'automne jusqu'à 75. À partir de 75, c'est l'hiver. Il y a des gens qui vivent très bien l'hiver et qui s'adaptent très bien au changement de saison. Je dirais même que c'est la grande majorité d'entre nous. Je ne suis pas en train de plaider une cause pour une grande majorité de personnes. Je suis en train de plaider une cause pour une minorité. Mais cette minorité, il faut qu'elle soit entendue aussi. Il faut qu'elle ait aussi cette possibilité, parce que c'est là où on parle de liberté. Moi, je suis une personne libre. Je n'ai aucune contrainte, ni familiale, ni économique. J'ai pas envie de parler de ma santé. Vous assumez tous que je suis en parfaite santé, c'est très bien. Je ne le suis pas. J'avais cette information après. Oui, je sais, parce que les journalistes, chaque fois qu'ils me voient, ils me disent « Ah, mais vous êtes en pleine forme, blablabla. » Moi, je ne vais pas dire que non. Je dis « Oui, très bien, mais là n'est pas la question. La question, c'est quand même l'âge. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Je n'ai pas envie de vous raconter les différentes choses dont je souffre. Mais je souffre de plusieurs choses qui ne sont pas des maladies, mais qui sont des maladies incurables, qui sont dues à la vieillesse, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez, M. Bellamy, à cette
cette minorité qui n'est pas dans une phase de dépression, qui revendique ce droit. Encore une fois, je crois qu'il s'agit pour nous de penser ici à un choix de société avec tout ce que ça engage. D'abord, je voudrais revenir sur l'exemple que vous évoquiez, qui est magnifique. Merci pour ces itinéraires que vous nous confiez. Mais j'ai été frappé par une des formules de votre histoire. Vous dites, cette femme à qui il est arrivé tellement de malheur, elle est déprimée, elle veut mourir. Mais, dites-vous, elle a 50 ans, elle est belle, et elle est en forme, physiquement. En fait, la question qui se pose, c'est, elle aurait été très moche. Et d'ailleurs, vous faites... non mais par contre, c'est intéressant aussi parce que vous dites, en fait, elle a encore un potentiel. Et d'ailleurs, l'histoire se termine un peu comme dans les contes de fées. Elle a retrouvé un mec et maintenant, elle est heureuse. Est-ce que vous avez à ce point besoin de nous pour ne pas pouvoir survivre sans homme? Est-ce que nous avons à ce point besoin de pouvoir rentrer dans les codes? Encore une fois, c'est aussi une histoire de performance. C'est aussi une histoire de il y a une dimension de storytelling qui pèse sur chacun de nous. Et nous savons bien à quel point il nous est difficile de ne pas assumer que nous sommes par tous les aspects de nos vies conformes à ces belles histoires qu'il faudrait pouvoir raconter sur soi. Or, pour le coup, je reprends la question que vous évoquiez à la toute fin. Vous dites que vous n'êtes pas en parfaite santé, mais d'une certaine manière, c'est une évidence parce qu'aucun d'entre nous n'est en parfaite santé. Aucun d'entre nous n'est dans un état parfait. Il y a un très beau texte de Georges Canguilhem qui s'appelle « Le normal et le pathologique » et qui montre qu'il est quasiment impossible de définir ce que c'est que la santé. Si la santé est un état de perfection absolue du corps, alors aucun être humain n'est en parfaite santé, et d'une certaine manière, la santé est quelque chose de totalement anormal. Je veux dire par là que nous sommes tous touchés par la maladie d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous touchés par les imperfections de nos corps, par les défauts de nos corps, par l'expérience de la fatigue et de l'usure. Nous sommes tous touchés aussi, évidemment, par la souffrance dans sa dimension morale, psychique, psychologique, et à des degrés divers, bien sûr, parce que tout le monde n'est pas non plus dans un état de maladie. Nous sommes tous, malgré tout, confrontés à ces limites de nos vies. Et la question, encore une fois, qui est posée, c'est que faire de ces limites et qu'en faire collectivement, puisque c'est une question de société qu'il s'agit. Vous dites que ça concerne une toute petite minorité. Mais moi, je ne le crois pas. Je pense que cette question, elle nous concerne tous, elle concerne la majorité, et qu'elle concerne, encore une fois, la manière dont nous accompagnons cette souffrance collectivement, la manière dont nous la regardons. Or, vous n'êtes pas sans savoir les conséquences possibles du choix que vous défendez. Bien sûr, vous le défendez d'une manière personnelle, et je ne remets absolument pas en cause, évidemment, la sincérité absolue de votre engagement. Mais je sais aussi, et nous le savons tous malheureusement, que derrière une option comme celle-ci, il y aurait la possibilité pour notre société, pour notre vie publique, pour nos institutions, pour notre État, d'abandonner de façon toujours plus massive et toujours plus violente à leur souffrance ceux qui ont au contraire besoin de notre solidarité. Et c'est ce qui se vit déjà dans des pays où le suicide assisté et surtout l'euthanasie par exemple peuvent être ouvertes. Comme vous le savez, la Belgique par exemple est le lieu de dérives très nombreuses qui sont massivement constatées. J'appelle dérive par exemple le fait qu'on euthanasie aujourd'hui, qu'on revendique l'euthanasie d'enfants malades. Ça fait aujourd'hui. Je peux protester? D'accord, on va finir et puis je vous laisse répondre dessus. Que justement des personnes atteintes de dépression peuvent être incluses dans cette demande d'euthanasie, qu'un prisonnier condamné à vie a lui aussi effectué cette demande. En tous les cas, on voit bien que le risque est que, au lieu de prendre en charge, de prendre soin de la souffrance de l'autre, nous nous reposions peut-être de manière un peu confortable, personnellement, et que nos institutions et notre État et notre solidarité nationale, elles aussi, se reposent de manière un peu trop confortable sur le fait que le meilleur soin que nous puissions apporter à celui qui souffre d'une manière intolérable, c'est de lui donner la mort qu'il demande et qui n'est pas réellement son aspiration profonde, mais plutôt le symptôme de notre abandon collectif ou de la pression que nous exerçons sur lui par l'attente de performance qui s'exerce dans notre regard. Alors, je vais peut-être vous laisser répondre sur les faits. Oui, parce que là, je ne suis pas du tout d'accord. Monsieur Bellamy, la Belgique, il faut vous informer mieux. Ça, c'est ce que dit la ministre de la Santé, mais Madame Buzyn ne sait pas du tout ce qui se passe vraiment en Belgique. Et il y a une loi en Belgique depuis 2002. Ça fait 16 ans que cette loi existe. Et il n'y a pas eu de dérive jusqu'à présent. Maintenant, les enfants... le fait qu'on ait étendu la possibilité de donner une euthanasie à des enfants, c'est quelque chose de très, très, très encadré. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants atteints de cancer, métastasés, avec aucun espoir de guérison. C'est
quelque chose de tragique et de désespérant, autant pour l'enfant que pour les parents. Je crois qu'il n'y a eu que 2 cas jusqu'à présent qui ont été acceptés, et c'était des cas sans le moindre espoir, où l'enfant lui-même demandait à mourir et où les 2 parents étaient d'accord. Imaginons qu'on est parent d'un enfant qui est dans cette situation-là. Imaginons la souffrance des parents et de l'enfant qui prennent cette décision. Ce n'est pas une décision anodine, c'est une décision terrible. Mais c'est une décision qui est prise parce qu'il n'y a absolument aucun autre choix. Il faut aller à Villejuif, à l'Institut Paul Brousse, pour voir ce que c'est que les enfants cancéreux. Comment ça s'appelle? Gustave Roussy. Gustave Roussy, oui. Il faut voir ce que c'est. Ça, c'est vraiment c'est terrible. Et maintenant, je vous laisse parler tout de suite. Et le cas du prisonnier, qui est condamné à mort à vie, jusqu'à la fin de sa vie, s'il préfère mourir. Après tout, moi, si j'ai le choix entre être prisonnière à vie et mourir, je préfère mourir, une mort douce, que rester en tôle jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, pourquoi pas? Moi, je pense que tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est laisser ce choix. On ne demande pas que tout le monde soit euthanasié. On ne demande pas non plus que tout le monde puisse se suicider. D'ailleurs, très peu de gens le feront, parce que comme vous l'avez très bien dit, et comme j'ai très bien dit aussi, l'instinct de survie est très très fort et personne n'a vraiment envie de mourir. Et juste peut-être pour répondre à sa critique, est-ce que vous ne pensez pas que ça va quand même développer une culture, ça pourrait développer une culture du suicide? Mais bien sûr que non, ça n'a pas développé une culture de suicide en Suisse. En Suisse, il n'y a jamais eu de loi. Il n'y a jamais, les seules conditions en Suisse pour avoir le droit à un suicide assisté, c'est d'être lucide, capable de discernement, éclairé, et que les associations qui vous aident à mourir n'aient pas d'intérêt égoïste, ne fassent pas du fric en vous aidant à mourir. Ça, c'est les 2 seules conditions. Maintenant, les associations elles-mêmes ont posé des garde-fous. Ce sont les associations qui disent qu'on ne peut pas accorder le suicide de bilan des personnes âgées. Ce n'est pas la loi suisse, c'est les associations Exit, Dignitas, etc., qui disent non, on ne va pas accepter le suicide de bilan des personnes âgées, parce que là, on entre dans un sujet qui est trop complexe et on ne veut pas le faire. Et moi, je milite, je fais partie d'un petit groupe qui milite pour ça, parce qu'en fait, tous les adhérents d'Exit, c'est ça qu'ils demandent, ils veulent ça. C'est des personnes âgées qui veulent avoir la possibilité d'avoir tout simplement, de savoir qu'elles auront cette porte de sortie. Parce qu'il ne s'agit que d'une chose, c'est de savoir qu'on a une porte de sortie. Les gens, ils souffriront, la plupart des gens préfèrent souffrir et vivre. Il y a très peu qui prennent cette décision finale, ultime, de dire voilà, je vais avaler le produit, je vais mourir. C'est une décision très difficile à prendre. Et moi, je vous dis, moi-même qui l'ai prise, ça fait je ne sais pas combien de temps que je retarde, parce que la vieillesse, c'est pas à 75 ans qu'elle commence vraiment. La vieillesse, ça commence pour une femme à partir du moment où elle ne se reproduit plus. Donc on peut dire que la vieillesse commence à 50 ans plutôt. Mais bon, c'est pas comme ça. À 50 ans, on a encore plein de raisons de vivre, on fait encore plein de choses. À 60 ans encore, mais on commence à se dire, bon, ben, on devient de plus en plus vieux. Il faut toujours trouver un sens, donner un sens à sa vie. C'est important parce que, en fin de compte, le sens de la vie, l'univers ne nous le doit pas, c'est nous qui devons le trouver nous-mêmes. Et si nous ne le trouvons pas, comment faire? Est-ce que la société nous doit de trouver un sens à nos vies? Non, la société, ni l'univers, ni la société ne nous doit cette chose-là, de trouver un sens. Alors, moi je l'ai trouvé ce sens, jusqu'à présent j'ai trouvé un sens. Mais il y en a beaucoup qui ne le trouvent pas ce sens. Il y a toutes ces personnes qu'on met dans des mouroirs, dans des EHPAD, et qui n'ont pas du tout envie d'être dans des EHPAD. Et on ne leur donne pas d'autre choix, on ne leur dit pas, bon, ben, vous avez le choix de mourir. Peut-être que la plupart ne feraient pas ce choix, mais simplement savoir qu'on a cette possibilité, ça rassure, c'est tout. D'accord. Je vais peut-être laisser vous répondre sur 2 points. Le premier, le fait que avoir le droit de suicide assisté peut procurer un soulagement même si on ne le fait pas. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Et puis sur la question du sens de la vie peut-être. Et puis après on fera des questions, on ouvrira les questions au public. Sur la question du sens de la vie, en fait, j'ai toujours été étonné de cette recherche du sens de la vie. Il me semble que, comme le dit Alain, dans une méditation d'ailleurs sur le suicide, le philosophe Alain écrit
En fait, la vie n'a pas, d'une certaine manière, la vie n'a pas besoin qu'on lui trouve un sens. La vie est bonne par elle-même, elle est bonne par-dessus tout, écrit Alain. Le fait de vivre en tant que tel est bon. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous persévérons dans l'être. Si la vie n'était pas bonne en tant que telle, si la vie n'était pas un bien, quelque chose à quoi nous adhérons profondément, alors dans ce cas, encore une fois, au premier revers venu, nous déciderions de quitter la partie. Alors ça n'est pas ce qui se produit. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous laisser profondément interroger par cette demande de mort, parce qu'elle doit nous apparaître comme quelque chose de totalement incroyable. C'est pour que quelqu'un demande la mort, pour qu'un vivant demande la mort, c'est que quelque chose profondément est atteint dans cette vie, qui ne veut pas dire que la personne n'est pas légitime dans la demande qu'elle formule, mais que c'est peut-être nous qui avons manqué quelque chose de décisif pour qu'elle s'exprime. Je voudrais revenir sur le cas de cette demande de la mort de la part d'un enfant. De fait, je n'ai jamais raconté cette histoire non plus, mais je vais vous la confier. J'étais élève ici, c'était l'année où je passais la grecque de philo, et j'étais très proche d'une famille d'amis dont le petit garçon était atteint d'un cancer du cerveau. Ce cancer du cerveau dont il a fait une rechute, il a été hospitalisé à l'Institut Gustave Roussy, à Villejuif. Et 2 mois avant les écrits du concours, alors que moi j'étais persuadé que du coup je ne le verrais plus ou plus beaucoup parce que j'imaginais que ses parents allaient vivre ça en famille, eh bien ses parents m'ont demandé si je pouvais venir les relayer, habiter avec eux à Gustave Roussy. En tous les cas, passer beaucoup de temps avec eux. Dans les derniers temps de sa vie, il s'appelait Tanguy, il avait 12 ans. Et il a vraiment souffert. Et c'est ce qu'il y a de plus incroyablement éprouvant. Parce que la souffrance d'un enfant, la souffrance est toujours un scandale, mais la souffrance d'un enfant a quelque chose d'immensément révoltant. Et vraiment, il a vécu la souffrance, bien sûr, malgré le fait que les équipes de l'Institut Gustave Roussy sont, je crois, parmi les plus incroyables héros que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Des gens extraordinaires. Et qu'il faut, en effet, je suis d'accord avec vous, il faut aller à l'IGR. C'est un des lieux où, si vous doutez un jour de l'humanité, si vous doutez un jour que l'homme ait des trésors incroyables à offrir, allez faire un tour au service pédiatrie de l'Institut Gustave Roussy, vous allez rencontrer des héros. Et cet enfant, je ne sais même pas, malgré la souffrance réelle qu'il a vécue, je ne sais même pas comment, je n'arrive même pas à imaginer comment il aurait pu demander la mort. Il a été tellement entouré, tellement accompagné, tellement suivi. Bien sûr, il souffrait, vraiment. Je ne nie pas du tout le scandale, je ne dis pas que ça a été heureux. Et je ne crois pas non plus, comme vous le dites, je ne crois pas qu'il faille vivre la souffrance comme une forme d'exaltation. Et je crois comme Cohen qui se moque dans les livres de ma mère, des poètes qui chantent les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Cohen dit il faut vraiment jamais avoir connu la douleur dans sa vie pour pouvoir écrire des choses aussi absurdes. Et je suis d'accord avec lui. La souffrance n'a rien en soi qui soit bon à vivre. Et pourtant, jamais cet enfant n'aurait pu, je n'imagine même pas comment ce petit Tanguy aurait demandé la mort. De fait, il a vécu toute cette période dans une plénitude, il faut le vivre pour le savoir. Et qu'un patient demande la mort me paraît être le signe que nous n'avons pas su lui offrir peut-être tout cela. Qu'un patient demande la mort, c'est aussi le signe que nous n'avons pas su poursuivre la recherche nécessaire pour lui éviter le plus qu'il est possible la souffrance physique. Qu'un patient demande la mort, c'est le signe que nous n'avons pas su faire en sorte d'investir tout ce que nous pouvions donner pour que sa vie soit digne, quelle que soit sa situation, parce que toute vie est profondément digne, quel que soit le moment dans lequel elle est. Et je suis d'accord avec vous, et là, c'est là que je ne crois pas qu'il y ait demain une culture du suicide qui s'installe, pas du tout. Mais je crois qu'en effet, nous pourrions, dans le choix que nous avons à faire de cette ouverture au suicide l'occasion, encore une fois, je le répète, de nous défausser collectivement. En fait, nous avons un choix. Soit nous reconstruisons un système de solidarité qui offre à chacun les conditions pour vieillir dans des conditions parfaitement dignes, soit nous disons, regardez les EHPAD, c'est horrible, c'est des mouroirs, il faut qu'ils puissent décider de leur mort. Moi, je préfère que les EHPAD ne soient plus des mouroirs, plutôt que de dire, au fond, s'ils veulent mourir, qu'ils le décident. Et encore une fois, votre revendication, elle est absolument sincère, mais mon angoisse, c'est que nous voyons bien que nous sommes dans un moment où notre système de solidarité est déséquilibré, dans un moment où tout se calcule, où tout se compte, dans un moment où l'État semble tenter de se désengager de cette assistance aux plus pauvres et aux plus malades, dans un moment où il semble qu'en réalité, nous ne soyons réellement réussis que lorsque nous avons à rejoindre les codes de la Startup Nation et à raconter de belles histoires, et bien dans ce moment-là, je crois que l'idée que chacun va pouvoir choisir sa mort, c'est peut-être, ou ce serait peut-être, consciemment ou inconsciemment,
de la part d'une société tout entière, une manière de ne pas prendre en charge la souffrance, alors que lorsque nous la prenons vraiment en charge, dans une authentique solidarité, je crois que jamais la demande de mourir ne s'exprime jusqu'au bout. Et c'est ce que d'ailleurs les témoignages que vous avez racontés montrent, et c'est ce que j'ai vécu aussi, y compris dans cette situation scandaleuse de la souffrance d'un enfant, dont je ne vois même pas comment, dans l'accompagnement qu'elle a reçu, elle aurait pu donner naissance à la demande de la mort. Merci pour ce témoignage. On va essayer de prendre quelques questions du public, parce qu'on a peu de temps, et je crois qu'il y en a beaucoup. Merci à Jacqueline Blanquel et François-Xavier Bellamy, c'était un très beau débat. Faites court parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Sujet vers complet. Merci, je vais être court. Je suis très surpris à quel point la pensée marxiste réveille même les jeunes esprits des philosophes de droite. Parce qu'en fait, on est face à un spectacle d'une violence inouïe. Vous dites à une dame tout à fait libre, qui est face à vous, qu'elle a une conscience aliénée et que personne librement peut choisir ce qu'elle dit choisir. Donc vous voyez, c'est quand même assez incroyable à quel point, en fait, en matière de GPA, en matière de prostitution, en matière de tout ce qu'on avait débattu ce matin, ce qu'on a dit, comment encore cette idée, en fait, que la personne ne choisit pas vraiment ce qu'elle choisit et que vous savez mieux qu'elle ce qui est bien pour elle. C'est quand même assez incroyable comment en France, les marxistes ont appris vraiment les échecs. Je reprends en 2 phrases, j'ai du mal à voir le marxisme là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que le jour où un de mes amis, et quelqu'un que j'estime, quelqu'un que je connais, mais même le jour où un frère humain, quel qu'il soit, me dit « je demande à mourir », encore une fois, imaginons que je vous rencontre et que je vous dise « je vais très mal, je veux me suicider », j'espère que vous me diriez « surtout ne faites pas ça ». Je vous demande de me le dire, je vous demande de me le dire. Et je ne dis pas par là que vous m'insulteriez ou que vous me mépriseriez, au contraire, c'est la personne que je méprise à laquelle je vais dire « tu veux mourir ?» Eh bien va-t'en. Ouais, c'est la question. D'abord, merci beaucoup, c'était très intéressant comme conférence. Alors, M. Bellamy, j'aurais une question, c'est plutôt une remarque. C'est que vous semblez faire une erreur méthodologique, c'est que vous semblez confondre la phrase « je veux mourir » et la phrase qui est plus réfléchie, qui est « je veux que l'on m'aide à partir » ou « je veux que l'on m'aide à avoir recours au suicide assisté ». Parce que la phrase « je veux mourir », c'est plutôt une phrase qui est irréfléchie, qui est issue d'une souffrance, comme on l'a dit, d'une dépression circonstancielle. Et là, c'est plus une personne qui sait que ça peut aller mieux, qui a envie qu'on l'aide, alors que la phrase plus réfléchie « je veux avoir recours au suicide assisté » ou « je veux que l'on m'aide à partir », c'est une phrase d'une personne qui a conscience que sa souffrance de toute façon est inévitable et qu'elle ne pourra jamais aller mieux. Et donc ce sont vraiment 2 concepts très différents parce que comme Jacqueline Blanquel l'a dit, personne ne veut mourir et au contraire les personnes qui veulent avoir recours au suicide assisté, selon moi, elles veulent vivre et elles veulent vivre bien, elles veulent vivre heureuses, elles veulent vivre en forme, elles ne veulent pas être totalement dépendantes. Alors, je ne sais pas si... Je réponds peut-être juste en un mot. Je crois que d'abord dire « je veux qu'on m'aide à mourir », c'est dire au fond « je veux mourir ». C'est difficile de distinguer les deux. Vous pouvez difficilement dire « je veux qu'on m'aide à mourir » sans dire en même temps « je veux mourir ». Donc je ne crois pas qu'il y ait d'erreur méthodologique. Cela étant dit, il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui est un sujet fondamental, et je sais que là ce serait sans doute un élément de différence très forte avec Mme Jacquel, c'est la question de la dépendance. Vous dites des personnes qui ne veulent pas être dépendantes. Moi je crois profondément, mais ça engagerait toute une vision de la vie et pas seulement de la mort, je crois profondément que la vie est dépendante. Nous sommes tous dépendants, nous avons été dépendants de façon absolue dans tout le temps de notre petite enfance, dans ce printemps que vous évoquiez, qui était en réalité le temps d'une dépendance complète. Nous étions petits-enfants et on a changé nos couches et on nous a lavés, et pourtant nous n'avons pas le souvenir d'une expérience malheureuse, éprouvante ou humiliante. L'enfance même nous apparaît souvent comme un moment heureux et nous avons plutôt des souvenirs joyeux, à moins que nous ayons vécu des traumatismes particuliers. Si nous avons été aimés, si ceux qui devaient prendre soin de nous l'ont fait avec tout l'amour dont ils étaient capables, le fait d'avoir été absolument dépendant dans l'enfance ne nous paraît pas traumatisant en tant que tel. Posons-nous du coup la question, en quoi le fait de devenir dépendant de manière plus radicale dans le temps de la vieillesse devrait forcément être vécu comme un signe d'humiliation? Et je crois que de toute façon, la dépendance, c'est le lot de notre vie. Je dépends en permanence de tous les gens sans qui je ne pourrais pas vivre, ni d'un point de vue matériel, ni d'un point de vue psychique, psychologique et humain. Croire que nous sommes indépendants, c'est, me semble-t-il, la plus gigantesque illusion
du monde dans lequel nous vivons. Et c'est une illusion dangereuse quand elle vient faire croire à ceux qui dépendent visiblement des autres qu'ils ne sont plus dignes d'exister. Alors là, je dois quand même répondre à ça, Monsieur Bellamy. Ça, c'est votre opinion. Maintenant, c'est aussi un fait quand même. Vous pouvez avoir une opinion, vous êtes jeune, vous avez cette opinion-là. Non, ça n'a rien à voir avec votre âge d'ailleurs, c'est vraiment une question de choix. Et là, il faut vraiment donner le choix à tout le monde. Il y a des personnes pour qui être dépendant est insupportable. Pour moi, ça l'est, c'est insupportable. Ça m'est arrivé, je me suis cassé un bras, je me suis retrouvée avec une personne qui devait s'occuper de moi pour toutes mes tâches quotidiennes, y compris ma toilette. Et j'ai trouvé ça insupportable, j'ai détesté et je me suis dit, je l'ai supporté parce que c'était transitoire et je savais que le bras allait s'arranger et que j'allais pouvoir m'en servir de nouveau. Mais si je sais que ça va être une situation qui ne va pas s'arranger et que ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma vie, j'ai pas envie, c'est mon choix. Maintenant, à chacun de décider on peut pas imposer une vision de la vie. Moi, je comprends la vôtre, Monsieur Bellamy, et je trouve tout à fait louable. Je ne suis pas en train de dire que les personnes dépendantes sont moins dignes que les autres, bien au contraire. Je dirais même que je les admire. Je trouve qu'il faut beaucoup plus de courage pour vivre comme ça, en étant dépendant, que de décider de mourir. Surtout si on a la possibilité d'une mort douce. Il ne faut pas beaucoup de courage pour tourner le robinet d'une perf, pareil. Mais il faut beaucoup de courage pour vivre dans une chaise ou pour avoir une personne qui doit s'occuper pour toutes les tâches quotidiennes de vous, c'est tout. On va prendre une autre question. Oui, alors justement, c'est bien de rebondir là-dessus parce que je pense qu'en fait le problème, vous ne voyez pas le marxisme, mais beaucoup de gens le voient, c'est le fait que dans votre discours, on a l'impression que l'individu n'existe pas, qu'il est toujours perdant. Vous venez de dire il y a quelques minutes, consciemment ou inconsciemment, on ne sait pas, on est forcément lié à la société, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel avait travaillé un très grand philosophe et par ailleurs ami à moi, qui s'appelait Ruben Augien, les différences entre le maximalisme et le minimalisme. Et là, vous avez profondément une vision maximaliste qui est « je pense quelque chose et donc il faut que tout le monde soit à la même enseigne ». Et aujourd'hui, c'est plus possible. Vous pouvez, évidemment, à un niveau personnel, vous opposer à ce genre de société, mais aujourd'hui, nous sommes dans une société pluraliste où on est dans des démocraties libérales, donc voilà, le côté libéral, c'est on défend l'individu, etc. Et voilà, ce genre d'argument, je le trouve rationnellement très faible. Alors, merci pour cette objection. D'abord, je constate quand même que bravo à votre association, vous avez réussi un miracle absolument incroyable. Pour avoir passé quelques années ici, c'est la première fois de ma vie que je vois la salle du SAN remplie d'antimarxistes. Le fait, alors attendez, je suis en train de vivre une expérience totalement hallucinante pour moi, le fait d'être traité de marxiste par la salle du SAN tout entière et toutes sortes d'expériences de pensée que je n'aurais jamais imaginé vivre, c'est absolument magnifique. C'est génial. Non, alors pour le coup, je reviens sur votre argument. Pardonnez-moi, c'est cette objection que je trouve difficile à accepter dans la mesure où en réalité, je ne prétends pas du tout imposer ma manière de vivre à tout le monde, pas du tout. Je constate simplement que nous sommes en train de discuter ensemble d'un choix de société. Ce que nous sommes en train de vivre ensemble, c'est un moment démocratique, justement. Un moment de démocratie libérale. C'est-à-dire que je crois profondément à la démocratie et à la démocratie libérale. Nous partageons notre vision de ce que la société doit répondre à celui qui demande de mourir. La société n'existe pas. Bien sûr que si, Votre concept même de choix de société pose problème. Pardonnez-moi, la question n'est pas de savoir si vous devez donner un revolver à votre ami qui demande la mort. La question que nous nous posons ensemble est de savoir s'il faut faire évoluer notre législation en la matière. À partir de ce moment-là, nous parlons de ce que notre la législation et l'évolution de la législation permettra à des gens qui ont envie de faire quelque chose de le faire, et vous n'avez pas envie de suicider, ben ne le faites pas. C'est comme la législation sur l'avortement. On force personne, on met pas des femmes dans des bus pour qu'elles aillent avorter, ça n'existe pas ça. Mais jamais je n'ai dit une chose comme ça, je dis juste que toutes nos lois concernent chacun d'entre nous, et que les lois disent aussi le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous sommes placés et le monde dont nous sommes responsables. La loi commune est totalement décorrélée de la question de la légitimité du choix individuel. Et mon propos n'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure,
C'est un propos totalitaire, on est d'accord. Alors, sauf à croire, pardonnez-moi. On va essayer d'éviter les anathèmes stupides, sauf à considérer que tout État qui ne s'est pas autodissous est totalitaire. Pardonnez-moi, la loi commune nous concerne tous, et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire que nous puissions contribuer ensemble au débat qui l'a fait émerger, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire une magnifique expérience démocratique. La démocratie ne consiste pas à dissoudre la législation au motif que chacun doit faire exactement ce qu'il a envie. La démocratie suppose que nous puissions parler ensemble de ce que nous considérons comme étant bon et comme étant juste, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est une expérience démocratique. Sinon, vous allez considérer que tout État qui produit une loi est totalitaire, ce qui est totalement absurde. Est-ce que vous voulez répondre là-dessus? Je suis d'accord avec M. Bellamy. Je ne vois pas en quoi son propos est totalitaire. Il a son opinion. C'est une opinion qui a probablement des bases religieuses et idéologiques. C'est son droit. Justement, parce que nous vivons dans une société pluraliste, il faut aussi accepter les opinions religieuses et les opinions idéologiques. C'est sa philosophie de la vie. Il a le droit d'avoir sa philosophie de la vie. Moi, j'en ai une autre. Moi, je pense, non, il ne doit pas, justement, il ne doit pas l'imposer par la loi. Jamais prétendu imposer quoi que ce soit. Non. Et moi, je pense pas non plus imposer le suicide assisté par la loi non plus. Je milite pour le choix, et je pense que M. Bellamy sera d'accord avec moi pour ça, le choix, tout simplement, de pouvoir à la fin de sa vie choisir les soins palliatifs, si c'est possible. Il faut que j'ajoute que l'ADMD, l'association dans laquelle je suis, milite justement pour qu'on développe plus les soins palliatifs qui ne sont accessibles que pour 20% de la population française. Donc on veut toujours comparer soins palliatifs et suicide assisté, euthanasie. Mais non, les deux choses sont complémentaires. Il faut qu'il y ait un accès universel aux soins palliatifs, mais aussi la possibilité de choisir si on décide de mourir. Regardez Meute de loups, quand un loup devient vieux, il s'éloigne pour mourir. Il y a des sociétés, par exemple les Inuits aussi, quand quelqu'un est trop vieux pour suivre la troupe, il s'éloigne pour mourir aussi, c'est des choix. Moi je milite en fait tout simplement pour accorder ce choix-là, et M. Bellamy, il milite pour qu'on s'occupe plus de tout le monde. Moi je pense qu'il est un peu utopique, lui, mais je ne pense pas qu'il soit totalitaire. Voilà. La question peut-être pour préciser, d'un point de vue libéral, c'est est-ce que vous voulez maintenir la loi interdisant le suicide assisté, ou est-ce que c'est ça en fait l'enjeu? Après, il y a des choix moraux qui peuvent être faits, vous pouvez militer aussi pour qu'on n'abandonne pas les gens, pour être contre le suicide assisté dans les choix personnels, mais est-ce que la loi, est-ce que l'État, et là peut-être qu'il faut distinguer la loi et l'État et la société, est-ce que l'État doit interdire le suicide assisté? Je milite pour un État, pour une société dans laquelle c'est deux choses équivalentes pour vous. On ne fasse pas en sorte que celui qui se sent trop vieux pour suivre le rythme soit contraint de quitter le clan, et pour qu'au contraire on construise une société commune dans laquelle chacun puisse se sentir vraiment présent, et même dans laquelle chacun puisse se sentir nécessaire. Et cette société-là, c'est une société dans laquelle la demande de suicide assisté ne devrait pas pouvoir naître, parce que c'est le regard que je porte sur la vie. Mais permettez-moi de dire, juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ça n'est pas du tout, en tout cas je crois que c'est très important, je ne nie absolument pas, et je l'assume parfaitement, que j'ai des convictions religieuses, que je suis chrétien, mais ce que je viens de partager ici avec vous ne repose sur aucune espèce d'argument religieux ou communautaire. Et je crois que nous devons absolument refuser que ce débat soit confisqué par un conflit entre des communautés d'opinion qui défendent leur vision des choses. Ce que nous partageons ensemble, c'est un débat sur ce qu'est la vie. Et la vie, effectivement, n'est pas facile à connaître, n'est pas facile à comprendre. Cette définition de la vie ou cette philosophie de la vie, comme vous l'évoquiez, elle ne s'impose pas d'évidence, et c'est la raison pour laquelle il est si important de parler ensemble, parce que dans ce que vous dites, dans ce que nous disons ensemble, dans ce que je dis, peut-être nos positions peuvent se transformer, mûrir, évoluer de telle sorte qu'à la fin nous construisions la société la plus juste possible. Mon sentiment, c'est qu'un État qui choisirait, une société qui choisirait de libéraliser le suicide assisté, de manière directe et indirecte, produirait des injustices très fortes envers les individus, parce qu'effectivement, en réalité, derrière l'apparence du libre choix,
il y aurait de toute évidence une forme de désengagement de cette solidarité qui, je crois, si elle était réelle, et peut-être assez utopique, mais je le crois profondément. On va prendre une autre question. Bill. Oui, bonjour. Alors moi je pense que je suis le seul luxembourgeois ici, et mon grand-père a eu aussi accès à ce droit après une longue bataille de cancer, et lui, juste avant sa mort, le Luxembourg n'a pas la séparation entre l'Église et l'État, et du coup un prêtre est venu pour lui expliquer que son corps appartient à Dieu, que lui n'est pas propriétaire de son propre corps, que c'est ce qui fait une mal. Et mon grand-père, d'une façon non diplomatique, lui a dit qu'il doit aller vous faire foutre. Et moi, je suis aussi propriétaire de mon propre corps. Vous ne l'êtes pas. Si vous voulez que je fasse quelque chose pour vous, allons faire un contrat et vous me payez. Mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas propriétaire de mon corps. Moi, si j'ai une propriété de ma vie, c'est mon propre corps et c'est ce que je produis avec mon propre corps. Donc, le jour où moi, je vais mettre fin à ma vie, je pense, et vous allez venir pour me dire que je n'ai pas le droit, je pense que je vous dirai la même chose que mon grand-père. Attendez, pardonnez-moi, mais je n'ai jamais employé cet argument, mais jamais. Est-ce que j'ai une seule fois dans ce débat affirmé que vous faites un acte qui serait religieusement un péché et que votre corps appartient à Dieu? Jamais je n'ai dit une chose comme ça. Qu'un prêtre le dise, mais je ne suis pas prêtre, d'accord? Donc on va essayer de ne pas confondre tout. Deuxièmement, je me permettrais simplement de dire que, mais bon là c'est un débat, je disais, j'ai pas pu être là pour écouter ce que Gaspard vous disait tout à l'heure, c'est un débat que j'ai aussi avec Gaspard de manière régulière. Dire que nous sommes propriétaires de nos corps est un peu court pour terminer le débat. Et vous disiez tout à l'heure que je faisais montre d'une horrible violence en disant que ce que nous disons immédiatement de nous-mêmes n'est pas nécessairement l'expression de notre propre liberté, mais je le crois profondément et je pense que c'est un problème majeur qui mérite qu'on en discute. Je ne suis pas propriétaire de votre corps, évidemment. Mais dire que vous êtes propriétaire de votre corps est un peu rapide pour pouvoir terminer la discussion. De fait, ça n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, dans le droit européen, c'est-à-dire au Luxembourg comme en France, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire de votre propre corps. Vous n'avez pas le droit de vendre vos organes, par exemple. Vous n'avez pas le droit de vendre vos organes. Mais moi je suis pour. Eh bien moi je suis contre. Et vous savez pourquoi? Parce que Qui est si... propriétaire de mon corps? Mais c'est que vous savez pas que je sois propriétaire de votre corps, c'est que si on autorise la vente d'organes, qui va vendre ces organes? C'est ceux qui n'ont pas d'autre solution pour survivre que de vendre leurs organes. C'est la question que nous nous posons, c'est la question de ce que c'est qu'une société juste. Et vous ne pouvez pas l'écarter d'un revers de la main. C'est beaucoup trop simple. Mais c'est Vous beaucoup trop étiez candidat simple. législatif. Est-ce qu'en tant que député, vous auriez voté pour que madame n'ait pas le droit d'exercer son droit à mourir? Parce qu'on parle d'idéal, mais vous étiez candidat au législatif pour faire la loi. Qu'auriez-vous voté en réponse à la question de madame? J'espère que vous avez compris mon raisonnement. J'aurais voté évidemment contre la légalisation du suicide assisté. Ça ne vous surprend pas avec ce que je viens de dire ici. Il faut le dire clairement. Mais il n'y a aucun problème. J'espère l'avoir assumé suffisamment clairement. Une question, s'il vous plaît. Simple question. J'ai découvert en même temps que le reste des réseaux sociaux, madame, de votre vidéo, vous annonciez votre mort. Ah non, vous annonciez la date de votre mort et j'ai pensé en fait à cet empereur qui a passé ces dernières années à préparer la taille de son cercueil, le déroulé de sa cérémonie. Donc, simple question en fait. Est-ce que, vous savez, Jean-Guy Lévitch a une très belle phrase dans La Mort, il dit on ne meurt jamais pour soi, on meurt toujours pour les autres. Et puisque la société c'est un concept sur lequel nous sommes peu ou pas d'accord apparemment dans cette salle, sur un plan beaucoup plus proche, est-ce que finalement c'est pas un choix quasiment égoïste ou narcissique de mourir en comparaison justement à ces proches qui nous entourent? Est-ce que finalement on n'a pas dans cette possibilité de mourir accordée à un individu la consécration d'une société avec un narcissisme poussé à l'individualisme quasiment? Oui, votre question est tout à fait justifiée et je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de personnes m'ont écrit, parce que je tiens un blog, et justement j'ai parlé de narcissisme et d'égoïsme, parce que beaucoup de personnes m'ont reproché la même chose. Égoïste par rapport à mes enfants, à la famille, etc. Est-ce que vous croyez que c'est pas plus égoïste d'imposer aux enfants une maladie, une dépendance, de les obliger à s'occuper de vous s'ils sont aux quatre coins du monde? Aujourd'hui, les familles sont explosées, elles ne vivent pas toutes au même endroit. Si on vivait dans un village, les enfants, les petits-enfants, les tantes, les oncles, tout le monde, bon, bien sûr, ce serait beaucoup plus facile, mais c'est pas mon cas, moi. Moi, en plus, je ne suis pas en train de défendre mon cas à moi. C'est pour ça que je ne voulais pas parler de moi. Parce que mon cas à moi, il est vraiment quelque part un peu
entre guillemets, aristocratique, quoi. Je dis ça entre guillemets parce que c'est ridicule, mais c'est quelque part un choix d'une personne qui peut vraiment se permettre ce choix avec les relations que j'ai en Suisse, la résidence suisse, etc., etc., bon, tout ça. Mais je parle, en fait, pourquoi est-ce que j'ai médiatisé? J'ai pas médiatisé pour parler de moi. Je parlais de moi dans un blog, et ce blog, il était destiné simplement à des lecteurs suisses, pour lesquels la question du suicide assisté ne se pose pas, étant donné que le suicide assisté, on l'accorde à toutes les personnes qui ont des maladies incurables et qui ont des souffrances intolérables en Suisse, voyez. Donc moi, mon blog, je le tenais pour ces lecteurs du Temps, journal suisse. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, les journalistes se sont emparés de mon cas personnel et ont commencé à médiatiser mon histoire. J'aurais pu refuser, j'aurais pu tout refuser, dire non, j'ai pas du tout envie de médiatiser quoi que ce soit, j'arrête le blog, c'est fini. Puis je me suis dit peut-être que ça peut servir. Ça peut servir parce que je ne suis pas d'alphabète, je sais m'exprimer et je sais aussi défendre la chose en elle-même. Je défends le suicide assisté et je le défends de tout mon cœur pour les personnes qui sont atteintes de maladies incurables, avec aucun espoir de guérison, qui souffrent dans des hôpitaux. Je vais vous donner juste un cas là maintenant pour que vous essayiez de vous l'imaginer. Une personne que je suis allée voir il n'y a pas très longtemps dans une unité de soins palliatifs à Paris. Cette personne, on lui avait enlevé son œsophage parce qu'elle avait un cancer de l'œsophage. Elle avait une prothèse à la place de l'œsophage. Elle a enlevé ses couvertures, son corps ressemblait à quelqu'un qui était revenu de Auschwitz ou d'un camp de concentration. Elle n'avait plus que la peau sur les os. Elle ne pouvait même pas avaler sa propre salive. Il fallait qu'elle crache dans un truc. Et on ne voulait pas lui accorder la sédation profonde et continue jusqu'à la mort parce que son pronostic vital n'était pas engagé à court terme. Et bien ça, je trouve que c'est de la torture. Je suis contre ce genre de procédé. Et c'est comme ça qu'on procède en France. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler et c'est pour ça que j'ai voulu médiatiser mon cas. C'est pas par narcissisme. Je vous assure qu'à mon âge, on n'est plus narcissiste, on s'en fout. Et égoïste par rapport à mes enfants, je crois que je leur fais plutôt une faveur avec cette décision. On va prendre une autre question. Merci beaucoup pour votre discussion. Alors, Monsieur Bellamy, je suis assez sensible à votre, à l'insistance avec laquelle vous rappelez que effectivement les individus sont pas toujours conscients de leurs intérêts à court terme et qu'on introspecte mal ce qui est bon pour nous, etc. Je pense que c'est très vrai, et c'est très corroboré par les sciences cognitives, etc. Donc aucun problème avec ça. Le problème, c'est que l'argument peut devenir un tout petit peu infalsifiable quand il nous amène à mettre systématiquement en doute les préférences et les goûts des personnes. Et il y a bien un moment où il faut engager la conversation, la discussion philosophique sur quel est le critère ultime qui va donner son fondement, sa justification à une préférence ou son caractère ultimement justifié à une philosophie morale, un critère, une espèce de monnaie d'échange ultime qui donnera la valeur à nos préférences morales. Et là-dessus, c'est vrai que moi, je louche plutôt du modèle d'utilitarisme, une sorte d'hédonisme qui est fondé par Madame. Vous êtes un peu plus sceptique. Et j'aurais aimé du coup que vous donniez un peu des arguments en faveur de votre méta-éthique qui n'est pas utilitariste. Donc, vous considérez qu'ultimement, on n'est pas censé ramener tout à des considérations de plaisir et de peine. Vous considérez qu'il y a d'autres manières concurrentes, philosophiques de mesurer la valeur de la vie. Quelles sont-elles et comment est-ce que vous les justifiez? Parce que ça ne suffit pas de dire de manière tautologique, oui, la vie peut contenir de la souffrance, la souffrance peut être intrinsèquement bonne, elle peut faire partie de la vie, etc. Il faut donner des arguments aussi là-dessus, tout ça. Alors attention, j'ai jamais dit que la souffrance pouvait être intrinsèquement bonne, et de fait, vraiment, je ne le crois pas. Il ne s'agit pas ici de produire un discours qui exalterait la souffrance d'une manière ou d'une autre, bien loin de là. Cela étant dit, ce qui me semble à moi, peut-être ça vous paraîtra trop court, ce serait le temps d'une discussion qui serait beaucoup plus longue, c'est qu'en réalité, comme je le disais brièvement tout à l'heure, on n'a pas besoin de trouver, Madame vous disiez qu'il faudrait ne pas avoir à donner de raison pour mourir, je dirais fondamentalement la même chose en faveur de la vie. On n'a pas besoin de donner de raison pour affirmer que la vie est un bien. La vie est un bien, et c'est d'une certaine manière dans notre expérience, dans la dimension purement empirique de notre expérience du vivant, que nous voyons que la vie est un bien, sans qu'il soit nécessaire d'une certaine manière de fonder par un calcul d'intérêt le fait qu'elle va pouvoir produire quelque chose en plus d'elle qui serait un bien. Mais nous n'avons pas besoin, me semble-t-il, mais encore une fois j'ai conscience que cette position est fragile et qu'elle mériterait d'être discutée de manière assez approfondie. Mais mon sentiment profond, qui s'enracine dans toute mon expérience, y compris dans cette expérience infiniment éprouvante de la souffrance et de la souffrance d'autrui, mon sentiment c'est que la vie est bonne par elle-même. Et que nous n'avons pas besoin, la vie n'est pas bonne parce qu'en plus nous y trouvons du plaisir,
que la vie est bonne en tant que telle. Et c'est ce qu'on appelle donc cet attachement à la vie, cet élan vital, comme dirait Bergson, c'est ce qui fait l'attrait du vivant pour la persévérance dans la vie. Et c'est ce qui fait que lorsque quelqu'un me dit « je veux mourir », je ne me contente pas d'écouter en disant « ceci est l'expression de sa décision rationnelle ». Encore une fois, c'est un débat. Je ne dis pas que je voudrais imposer quelque vision que ce soit, mais c'est un débat. Donc j'espère qu'on peut reconnaître ensemble qu'il est nécessaire parce que ça n'est pas du tout si évident que cela, et vous le disiez, madame, que le vivant demande la mort. Il y a quelque chose là-dedans qui apparaît comme une sorte de contradiction si profonde avec cet attachement inhérent du vivant à la vie qu'il mérite d'être réellement interrogé. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et je crois que c'est nécessaire. Alors, on va prendre les 3 dernières questions d'un coup, donc je vous demande de prendre la question de mademoiselle, de monsieur et de mademoiselle d'un coup et vous y répondrez directement. Très court les questions. Très très court s'il vous plaît. Alors, bonjour madame. Bonjour madame, excusez-moi, vous avez fait une distinction, enfin vous prenez la faculté pour une personne de décider de sa fin de vie, c'est parfaitement louable, mais vous avez fait une distinction profonde entre la dépression circonstanciée et la dépression endogène. Pourquoi, selon vous, une personne qui n'a pas le droit de choisir la mort parce que c'est une dépression circonstanciée, pourquoi vous vous limitez à ça? Pourquoi, selon vous, faudrait l'interdire? Parce que comment vous estimez qu'elle a des chances de rémission? Enfin, le terme est assez mal choisi, je vous l'accorde. Mais pourquoi, si vous voulez, là, on ne pourrait pas appliquer la fin de vie, alors que vous la prenez? Comment la limiter? J'aimerais bien revenir sur quelque chose que Laurent vous a posé, M. Bellamy, qui porte en fait sur... J'ai l'impression pour vous que la société porte la culpabilité de la mort de gens qui ont décidé de mourir. Mais ici, comment est-ce que vous définissez cette société, notamment par rapport à l'État et l'aspect législatif qui vient raisonner ce rapport à la mort? Dernière question. Une question chez vous. Je vais essayer de parler super rapidement parce qu'en réalité j'avais prévu beaucoup plus mais je ne peux pas. Déjà merci d'être venu, c'était super intéressant. Je voulais aussi souligner que je remercie madame d'avoir parlé de sentiment d'urgence dans le cerveau qui est aussi ce qui fonctionne dans le cas d'un viol. Excusez-moi, dans le cas d'un viol, le cerveau aussi va faire exactement la même situation d'urgence que vous avez parlé tout à l'heure. Moi ma question c'était surtout par rapport à tout ce qui est suicide assisté, euthanasie, etc. Mais c'est pas du tout par rapport à la dépression circonstancielle, parce que ça c'est quelque chose où oui on peut s'en sortir. Moi ma question c'est par rapport aux personnes schizophrènes, bipolaires ou sous tutelle, par exemple tout ce qui est personnes trisomiques, etc. et qui vivent toute leur vie dans un hôpital psychiatrique. Dans ces circonstances-là, comment est-ce qu'on peut pas faire un choix, mais se rendre compte que la personne a réellement envie d'en finir, enfin pas d'en finir, mais d'aider à mourir au même niveau qu'une personne physique, parce qu'il y a quand même un certain tabou qui existe encore aujourd'hui dans les maladies psychiatriques, donc c'était surtout ma question, et merci à vous deux d'être venus ce soir. Donc je vous propose que vous commenciez à répondre sur les 2 questions. D'accord. En fait, les 2 questions, elles se complètent, parce que mademoiselle m'avait parlé de dépression circonstancielle et pourquoi il fallait à tout prix empêcher les suicides dus à ce genre de dépression. C'est assez évident. Non. Pourquoi eux n'auraient pas la faculté, si vous voulez, de choisir de se suicider? Tout le monde a la faculté de choisir de se suicider. Personne n'empêche personne de se suicider. D'avoir accès à un suicide assisté, ça c'est une chose beaucoup plus compliquée. Moi, je ne prône pas du tout le suicide assisté pour tout le monde. Et donc, j'exclus les personnes qui ont une dépression due à des circonstances de leur vie dont je pense qu'elles peuvent s'arranger. Si je pense que quelqu'un est déprimé pour une raison ou pour une autre et que ça peut s'arranger, je ne vais certainement pas lui donner des adresses suisses et lui dire allez mourir en Suisse. Pourquoi vous n'aurez pas la faculté de choisir? Parce que c'est ce que vous prenez en fait. La faculté de choix. Non, mais attendez, non, mais pas la faculté de choix, n'importe comment. Non, mais il faut des... Quelqu'un qui a juste 75 ans. Eh bien, 75 ans, ça suffit. Non, vous croyez qu'à 75 ans, on ne soit pas capable de juger si on a encore envie de continuer à vivre ou pas? La question, c'est est-ce qu'avant aussi, on devrait avoir... Avant, non. Avant, justement... Non, si on a des vraies raisons, bien sûr. Si vous avez 40 ans et que vous avez un cancer incurable, si vous avez 50 ans et que vous avez un diagnostic d'une maladie de Charcot, je vous enverrai tout de suite en Belgique ou en Suisse pour qu'on vous aide à mourir et que vous ne soyez pas obligé
de souffrir la fin de ces maladies-là qui sont épouvantables. Mais si vous êtes déprimé à 50 ans parce que votre mec vous a plaqué ou parce que vous avez perdu votre boulot, je ne vais certainement pas vous donner les adresses suisses ni les adresses belges. Je vais tout faire pour que vous essayiez de retrouver de nouveaux goûts à la vie. C'est logique. Je ne comprends pas pourquoi c'est... On passe aux autres questions, s'il vous plaît, parce qu'il faut aller très vite là. Ah, d'accord. Bon, ben... On a déjà dépassé en fait. Si vous voulez mettre un mot de la fin, puis après je donne la parole à le mot de la fin, c'est que voilà, parler des personnes qui sont vraiment malades, qui ont des maladies psychiatriques et qui sont enfermées dans des hôpitaux psychiatriques, ça pose vraiment problème. Et ça, dans la loi belge, on dit qu'on aide des personnes qui souffrent qui ont des souffrances psychiques ou physiques inapaisables. Et là, c'est à des médecins et des psychiatres de juger. C'est certainement pas moi qui suis seulement une sorte d'émissaire, je suis une sorte d'ambassadeur, je ne sais pas comment vous pouvez m'appeler, accompagnateur, quelqu'un conseillère, mais c'est certainement pas moi qui vais juger d'une situation pareille. Ça doit être très 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 professionnel et très encadré. Ça doit être extrêmement encadré, ça, et ça l'est en Belgique. Voilà. Merci beaucoup. On laisse la parole pour finir à... Très rapidement, tout ce dernier échange montre à quel point nous sommes engagés dans cette question, dans une dimension qui n'est pas seulement celle de l'individu autonome et solitaire qui exprime sa décision. Et vous me demandiez tout à l'heure quelle était la dimension de la société ou de l'État là-dedans. On voit bien au fond que dans la réponse que vous faites, en disant qu'effectivement, il y a aussi des gens à qui on devrait refuser le suicide assisté, nous ne sommes pas non plus en train d'affirmer que la simple affirmation de l'individu suffirait à délibérer de son droit. Et vous voyez, pour ceux qui faisaient cette réflexion, que fondamentalement nous sommes d'accord là-dessus, nous avons un devoir qui nous engage et qui fait que nous ne pouvons pas seulement en rester à l'expression de cette décision solitaire. Et c'est là que se joue la place de ce tiers qui est la société tout entière, que nous sommes aussi chacun d'entre nous et qui est engagé dans la loi commune. Je terminerai seulement en disant que cette relation à l'altérité, elle est décisive, on l'a peut-être trop peu évoquée aussi dans ce sens-là. Monsieur tout à l'heure disait, est-ce que ça n'est pas très égoïste ou très individualiste de demander le suicide assisté pour soi? Moi, ce qui m'a au contraire beaucoup touché parce que j'ai aussi bien évidemment regardé votre témoignage avant de vous rencontrer, ce qui m'avait beaucoup touché en vous écoutant, c'est qu'au contraire, on avait le sentiment que vous vous sentiez presque obligé pour pouvoir libérer vos enfants de vous effacer afin de ne pas, c'est l'expression que vous employez à plusieurs reprises, afin de ne pas trop les faire chier, c'est-à-dire que vous êtes là et vous n'avez pas envie qu'ils aient à s'occuper de vous et à prendre soin de vous, que vous n'avez pas, parce que vous avez décidé de leur naissance, à empêcher la liberté de leurs belles années. Moi, je crois profondément que cette demande, elle s'exprime aussi dans un contexte particulier où, effectivement, nous avons le sentiment que tous ceux qui ne sont pas absolument autonomes et maîtres de leurs moyens n'ont rien à donner au monde. Or, je crois que nous devrions retrouver le sens de ce que, par exemple, nos aînés, de ce que les personnes malades, et même de ce que les personnes handicapées, et même les personnes handicapées mentales, peuvent nous apporter et de ce que nous pouvons recevoir d'elles. Et il me semble que, d'une certaine manière, c'est aussi une violence qui est faite. Cette question, elle est aussi le signe d'une violence qui est faite à beaucoup de personnes qui se sentent totalement inutiles, parce que plus personne ne les écoute, parce que personne n'a recours à elles, parce que personne ne se laisse enseigner par elles. Dans des sociétés où l'aîné a un rôle fondamental, là encore, on ne penserait pas qu'il est nécessaire de s'effacer pour ne pas trop embêter les générations qui viennent. Et je crois que c'est aussi notre responsabilité collective qui est interrogée à travers ça. Vous avez employé cette très belle métaphore des saisons. La vie est un tout. La vie est faite aussi de la mort, est faite aussi de la souffrance. Et de la même manière que le cycle de la nature est fait de toutes les saisons, pour que le printemps soit possible, il faut encore que l'hiver demeure, parce que si l'hiver n'existe pas, alors plus rien ne naît non plus. Et donc je crois que, Anne Jenkel, nous avons besoin de vous, ne nous quittez pas. Merci Jamil Jekyll et merci François-Xavier Bellamy pour ce débat difficile mais nécessaire. Je laisse la parole à Mathilde pour la suite des événements.